Ibrahim moi, Ali. je combats les néo-nazis, moi je suis clair. Ibrahim Ali, écoutez, ne souriez pas. Ibrahim Ali, un jeune Marseillais, à 17 ans, s'est fait tuer par des couleurs d'affiche du Front National. Sur ce plateau, Carlos Martins Bilongo, bonjour, député de la France Insoumise du Val d'Oise, merci d'être ici. Et Anthony Lebos, journaliste du service politique de BFM TV. Peut-être un mot avec vous, Carlos Martins Bilongo, puisque on l'a vu, Jean-Luc Mélenchon est présent dans cette manifestation contre le racisme, et vous avez souhaité en tout cas étendre le mouvement à l'extrême droite, mais également le gouvernement. Le gouvernement, dès lors où des membres du gouvernement comme M. Retailleau se font porte-parole de l'extrême droite. Et il faut le dire, et même avant son entrée au gouvernement, quand il y avait la loi immigration qui reprenait l'ensemble des préceptes du Front National. Sur quel point précis? C'est lorsqu'il parle par exemple de français de papier? La préférence nationale. Ensuite, si on prend M. Retailleau, français de papier ou les belles heures de la colonisation. Ça, c'est des propos typiques de l'extrême droite. On accueille également sur ce plateau Alexandar Nikolic, merci d'être ici. Vous êtes député européen et porte-parole du Rassemblement National. On a vu des slogans hostiles au Rassemblement National, manifestations contre le racisme, mais également contre l'extrême droite. En tout cas, c'est la France Insoumise qui a souhaité étendre ses revendications. Quand vous voyez ces milliers de personnes dans la rue, comment est-ce que vous réagissez aujourd'hui ? Écoutez, j'ai vu tout à l'heure le drapeau du NPA, je crois qu'effectivement il y a LFI. Donc c'est une manifestation contre le racisme qui vient de gens qui sont aujourd'hui, qui propagent aujourd'hui sincèrement le racisme et le racialisme, qui sont pour certains des réunions non mixtes, c'était la position du NPA, mais de l'UNEF, c'est la position aussi même du journal qui représente la gauche aujourd'hui, Libération, qui avait dit pourquoi le Tour de France est-il si blanc, qui sont obsédés par la couleur de peau, et donc ils ont cette vision racialiste qui divise la société française, sans parler évidemment de l'antisémitisme qui avait été qualifié de résiduel par Jean-Luc Mélenchon à un moment où en France, tous les 3 jours, il y a un juif qui se fait agresser physiquement parce qu'il est juif. Et nier l'antisémitisme de cette manière, avoir en permanence des déclarations ambiguës par rapport à ça, ou qu'il avait même dit, quand on se fait traiter d'antisémite, par exemple, c'est qu'on est proche du pouvoir. Mais vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter, il avait dit ça en 2018. Je veux dire, nous, on est clair, par contre, on refusera toujours cette vision de l'identité française de manière génétique, de manière racialiste, de manière raciale, tout court. Et donc, on combat, nous, réellement le racisme, et pas en propageant le racisme et le racialisme, comme le fait de plus en plus la gauche, malheureusement. Malgré un certain nombre quand même de propos ambigus qui étaient lors des élections législatives parmi les candidats du Rassemblement national. Je ne sais pas, citez-moi un exemple. National, parce que nous, s'il y a le moindre doute, on vire la personne et on dit que c'est des brebis galeuses. Chez eux, c'est les bergers, en fait. Ce sont les leaders qui propagent ces idéologies. Carlos Martins Bilongo, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon... M. Nicolic, c'est quand même très... Non, juste là, j'aurais à me couper, c'est quand même très grave. Le Rassemblement National, le Front National. Vous savez, il y a des personnes qui sont mortes. Le rugbyman à Rambourou s'est fait assassiner dans les rues de Paris par des néo-nazis. Rassemblement National. Ensuite, Ibrahim Ali. Moi, je combats les néo-nazis, moi, je suis Ibrahim Ali, écoutez, ne souriez pas. Ibrahim Ali, un jeune Marseillais, à 17 ans, s'est fait tuer par des couleurs d'affiche du Front National. Mais vous ne pouvez pas venir ici sur un plateau télé. Écoutez, s'il vous plaît, on est le 20... Hier, c'était le 21 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mars, c'est marche contre le racisme et l'extrême droite et le fascisme. Et pour votre parti, dans son ADN, vous êtes obsédé par le racialisme. Vous avez dans votre parti... Une réunion non mixte. Votre parti politique, Monsieur Bilongo, je vous pose la question qui est en lien direct avec le Rassemblement National, une filiation directe entre Jean-Marie Le Pen et Pardonnez-moi, Carlos Martins, je dois vous couper parce qu'on écoute le préfet de police après justement ces images spectaculaires dans le 14e arrondissement avec ces 10 policiers qui ont été blessés à la suite d'un accident justement spectaculaire aux alentours de 5h45. C'était ce matin. On va écouter Laurent Nunez, préfet de police de Paris. On le rappelle, image véritablement spectaculaire qui a impliqué 3 véhicules de police après un refus d'obtempérer. 13 blessés, dont 10 policiers. On va sans doute en apprendre un peu plus avec le préfet de police dans un instant. Donc, ce matin, donc, un peu avant 6h du matin, un véhicule de la préfecture de police donc, a pris en charge un véhicule qui a refusé d'obtempérer à l'occasion d'un contrôle. Donc ce véhicule a pris la fuite et donc il a été pris en charge par un véhicule de la préfecture de police de Paris, des policiers de la préfecture de police, qui ont, comme le prévoit la réglementation, immédiatement avisé la salle et basculé sur une conférence de communication dédiée, et des renforts ont convergé pour interpeller ce véhicule qui s'est donc rendu coupable d'un refus d'obtempérer. Et donc dans sa fuite, après avoir percuté un véhicule de particulier,
particulier. Il a par la suite percuté donc un feu tricolore de signalisation, ce qui a immédiatement entraîné évidemment son arrêt, et il a été percuté par les 2 véhicules de la préfecture de police qui le suivaient, puis un tout petit peu plus tard par un 3e véhicule, donc ce qui a provoqué l'accident assez impressionnant dont vous avez pu voir un certain nombre de photos diffusées dans la presse. Alors je tiens évidemment à saluer le courage et le sang-froid des policiers de la préfecture de police qui sont immédiatement sortis des véhicules et ont procédé à l'interpellation des 3 personnes qui se trouvaient à bord du véhicule qui avait pris la fuite et qui s'étaient rendus coupables de ce refus d'obtempérer. Donc ils ont pu évidemment les interpeller. Donc il y a une enquête judiciaire qui est en cours et qui en dira un peu plus. Ce sont 3 individus qui sont tous les 3 majeurs, âgés de 30 ans, 22 ans et 19 ans, dont 2 d'ailleurs de nationalité française. Donc ils ont été interpellés. Voilà, donc je veux vraiment saluer le courage des policiers qui ont tous ensuite été pris en compte dans différents hôpitaux parisiens, puisqu'ils ont tous été légèrement blessés. Au moment où je vous parle, ils sont d'ailleurs tous sortis des hôpitaux, donc les nouvelles sont plutôt rassurantes et c'est tant mieux. Mais voilà, l'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est de leur apporter un message de soutien pour leur détermination à lutter contre ce fléau que sont les refus d'obtempérer. En 2024, sur l'agglomération parisienne, on en a enregistré 2300. Et donc, évidemment, à chaque fois, il y a une prise en charge par les effectifs de la préfecture de police. Ce sont les instructions que je donne et que j'assume totalement de donner. Il n'est pas normal de refuser de s'arrêter quand il y a injonction des policiers de le faire. C'est pas normal. Et donc, systématiquement, il y a une prise en charge et il y a des interpellations. Et toutes les nuits, nous procédons à des prises en charge, des interpellations d'individus qui se livrent à des refus d'obtempérer, qui ont généralement toujours des bonnes raisons de le faire, soit qu'ils sont sous l'emprise de stupéfiants, d'alcool, soit qu'ils transportent des produits stupéfiants, soit qu'ils transportent des armes, soit qu'ils transportent du matériel volé, et parfois ça vient un peu tout en même temps. D'ailleurs cette nuit encore, à l'occasion d'un contrôle, un véhicule dans le 20e a pu être arrêté, et à l'intérieur se trouvait un certain nombre de motos, une camionnette, se trouvait un certain nombre de motos qui manifestement étaient volées. Donc voilà, cette action on va continuer à mener avec beaucoup de détermination, beaucoup de fermeté, et je salue évidemment encore une fois le courage et le sang-froid des policiers de la préfecture de police. Est-ce qu'on peut avoir une précision sur les 3 personnes qui ont été interpellées? Est-ce qu'ils sont toujours à l'hôpital? Est-ce qu'il y a des relevés qui ont été faits, des tests stupéfiants, alcool? Tout ça, j'ai entendu beaucoup de choses dans les médias. Donc on parle de véhicules volés, on parle d'un conducteur qui est sous l'emprise d'alcool. À ce stade, les analyses sont en cours. Ce véhicule n'est pas signalé volé, premièrement. Deuxièmement, voilà, les analyses sanguines, notamment pour la conduite sous l'état de stup ou d'alcool. Les analyses sont en cours. Voilà, moi, j'ai pas d'informations à donner. Ça relève maintenant très directement de Madame la procureure de la République de Paris. Je ne peux pas confirmer ces 2 informations, mais encore une fois, je tiens à dire qu'à ce stade, le véhicule n'est pas signalé volé et les tests n'ont pas encore été portés à ma connaissance. Donc voilà, je n'irai pas jusque-là. Est-ce qu'ils étaient connus des services de police? Il y en a 2. Pour 2 d'entre eux, ils étaient connus des services de police, oui. Sur les 3, pour 2 d'entre eux. Voilà, j'ai pas les motifs. Voilà, c'était connu des services de police. Et encore une fois, c'est l'enquête maintenant qui va déterminer pourquoi ce refus d'obtempérer, qu'est-ce qu'ils avaient à se reprocher. Voilà, tout ça, l'enquête le dira. Et juste un élément technique, est-ce qu'on sait pourquoi les policiers, notamment les 2 derniers véhicules, n'ont pas réussi à modifier leur trajectoire? D'abord, disons, pour éviter ce carambolage. On est dans une zone où la visibilité est assez faible. On est dans une zone, c'est une courbe à cet endroit-là, me dit-on. Donc voilà. Donc évidemment, tout est mis en œuvre quand il y a des poursuites pour éviter ce type d'accident. Là, ça a été le cas. Voilà. Donc, les fonctionnaires auront tout le temps de m'expliquer ces circonstances, mais j'imagine bien que leur visibilité était opérée. Enfin, qu'il y avait manifestement un problème de visibilité. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, je veux saluer leur courage, leur détermination. Et je me permets, puisque je m'exprime devant vous, de m'étonner de voir dans la presse, relayée par certains médias, la vidéo, qui est une vidéo qui est directement extraite du système de vidéo de la préfecture de police de Paris. Directement. C'est la même que j'ai vue moi ce matin en me levant pour aller voir les faits. Et donc c'est quand même un problème. Et sur un sujet comme ça, moi je n'exclus pas de saisir la justice. Puisque évidemment, les images des vidéos ne peuvent être vues
que par les personnes que j'autorise à regarder ces vidéos en tant que préfet de police, c'est-à-dire l'ensemble de mes collaborateurs ici à la préfecture de police, ou évidemment dans le cadre de réquisitions judiciaires, lorsque la justice veut accéder à ces vidéos. Mais ces vidéos n'ont pas à sortir de la préfecture de police et ce n'est pas normal qu'on les retrouve diffusées à large échelle. Voilà, pas de questions, pas d'autres questions? Juste à l'origine, qu'est-ce qui a nécessité l'interpellation de ces occupants? Pourquoi les fonctionnaires ont décidé de les interpeller? L'interpellation elle a lieu parce qu'il y a un refus d'obtempérer, c'est un délit. Donc la prise en charge, elle se fait de ce simple motif. Il y a une injonction de s'arrêter, c'est un équipage de police qui procède au contrôle. Donc à partir du moment où on refuse de s'arrêter, c'est un délit et donc il y a évidemment prise en compte. C'est-à-dire une poursuite, pour qu'on comprenne les choses clairement, qui est effectuée en prévenant la salle de commandement. Tous les effectifs qui participent à cette poursuite basculent sur la même conférence, c'est-à-dire la même radio, la même conférence de communication. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et ici, sur la plaque parisienne, dans l'agglomération parisienne, les refus d'obtempérer sont systématiquement pris en compte. Il faut prévenir la salle et c'est évidemment quand les conditions de cette poursuite présentent de nombreux dangers qu'il y ait mis un terme. Mais ici, sous mon autorité, c'est très rare, ça arrive très peu et nous prenons en charge l'ensemble des refus d'obtempérer. C'est un refus d'obtempérer à la suite d'un contrôle de routine. Un contrôle de routine, voilà. Vous avez 3 policiers dans un véhicule qui est un véhicule sérigraphié, qui demande à un véhicule de s'arrêter. On s'arrête, point. Quand on part, eh bien on est poursuivi par la police et on est ensuite interpellé. Voilà, merci beaucoup. Oui, pardon. S'il vous plaît, vous disiez, peut-être je mal entendu, vous disiez il y en a 2 qui étaient connus des services de police. Oui. Je ne sais pas si vous avez précisé pour quelle raison. Je ne connais pas les raisons. Voilà, et puis on bascule à partir du moment où ils sont connus. Nous, on bascule ensuite dans une phase judiciaire. Moi, je n'ai pas à donner ces raisons. Voilà, je n'ai pas dans mes prérogatives de les donner. Je peux vous dire que 2 d'entre eux étaient connus. Voilà, il y en a leur âge, donc c'est 30 ans, 22 ans, 19 ans. Et on connaît la nationalité du 3e individu? Oui, mais je ne vous la donnerai pas. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, mini question. Parce qu'on a la manifestation au même moment, là. Donc, je fais très vite. Je voulais juste savoir si les refus d'obtempérer étaient en augmentation. Oui, les refus d'obtempérer, comme sur l'ensemble du territoire national, augmentent sur l'agglomération parisienne. Ce ne sont pas des chiffres significatifs, mais c'est toujours trop. Et je vous dis, en 2024, on en a eu 2300, donc qui ont donné lieu à des prises en charge. Et d'ailleurs, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 40% qui se déroulent la nuit. 40% se déroulent la nuit. Donc sur 2300, on en a 700 refus d'obtempérer qui se déroulent la nuit et qui donnent lieu donc à prise en charge. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà pour le point du préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Alexandra Gonzalez du service police-justice BFM TV nous a rejoint. Bonjour Alexandra. C'est vrai qu'on a été forcément interpellé par ces images extrêmement choquantes de Paris dans le 14e arrondissement avec ce carambolage. 3 personnes interpellées et le préfet de police qui explique que c'est un manque de visibilité vraisemblablement qui est à l'origine de cet accident. Oui, l'enquête devra déterminer les circonstances exactes, l'endroit où ça se passe, avec la luminosité effectivement à ce moment-là. Aussi, la chaussée était-elle glissante ou non? En tous les cas, vous voyez ces images impressionnantes. Le bilan est quand même très étonnant. Non, mais oui, mais en même temps que des blessés légers. Absolument. Et quand on voit les images, ça relève presque du miracle. Quand on voit les images, 13 blessés légers. Le préfet de police a indiqué que les policiers étaient d'ores et déjà sortis des hôpitaux où ils avaient pu être conduits. C'est donc, oui, presque un miracle quand on voit l'importance du choc et à 3 reprises. C'est-à-dire qu'on voit, il y a une première voiture, déjà la première voiture qui percute le feu rouge, c'est celle qui est poursuivie. Donc quand le préfet de police parle de prise en charge, c'est du jargon policier pour dire course-poursuite. Oui. Le premier véhicule de police, on vient de le voir, qui rentre, qui percute à l'arrière de façon... Je précise qu'elle est en accéléré. Il faut préciser d'ailleurs que cette vidéo est accélérée. Les images sont... Vous voyez, on le voit à l'image là quand ils sont dehors. Effectivement, c'est accéléré. Mais néanmoins, le choc est très brutal. Et puis ensuite, un deuxième véhicule qui va venir percuter ces voitures. Voilà, on le voit à l'instant. Et puis, à la toute fin, une 3e voiture de police. Donc, ça aurait pu être bien plus dramatique. Il y aurait pu y avoir des piétons, des cyclistes. Tout ça se passe peu avant 6h du matin, 5h45 précisément. On est au croisement de 2 grandes artères de circulation, l'avenue du Maine, le boulevard Montparnasse. Et cette voiture qui a fait plusieurs centaines de mètres avant d'être arrêtée, puisqu'elle part du 15e arrondissement pour arriver dans le 14e. Et alors Alexandra, le préfet de police qui a donné aussi des éléments sur les individus interpellés?
Oui. 3 personnes. 3 personnes, on a leurs âges, donc 30, 22 et 19 ans. 2 d'entre eux sont connus des services de police, mais le préfet n'a pas souhaité indiquer de quel type de fait on parle. S'agit-il par exemple de délit routier déjà ou autre chose? On note que le parquet de Paris qui a ouvert une enquête retient dans les chefs d'ouverture d'enquête la conduite sous l'emprise d'alcool. Ce qui laisse à penser, même si le préfet de police ne le confirme pas pour l'instant, puisqu'il dit que les analyses sont toujours en cours, qu'il y a une suspicion d'ébriété concernant l'automobiliste qui était donc poursuivi et qui a commis ce refus d'obtempérer. Merci beaucoup Alexandra Gonzalez pour ces précisions. On y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions. Retour maintenant à cette actualité puisque plus d'une centaine de manifestations sont organisées à Paris, partout en France, pour dire non au racisme. Une mobilisation notamment parisienne où on retrouve notre reporter sur place. Est-ce qu'il y a du monde? Quel est le mot d'ordre? Beaucoup de monde, énormément de monde. Il doit y avoir plusieurs milliers de manifestants. Difficile de vous les chiffrer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on attendait entre 10 000 et 20 000 personnes pour cette manifestation. Nous, on se trouve au niveau du début de cortège. On est au niveau du boulevard Beaumarchais. On se situe en direction de la place de la Bastille. À quelques centaines de mètres de la place de la Bastille, et le mot d'ordre, c'est tout simplement non au racisme. C'est ce qu'on peut lire sur de nombreuses banderoles, fascisme dehors ou encore Free Palestine. On voit aussi beaucoup de pancartes contre l'extrême droite. On voit aussi beaucoup de drapeaux palestiniens. Il y a énormément de monde, comme je vous le disais. Ça se passe dans une ambiance très calme, voilà, très pacifique, très festive. On entend des gens chanter, on entend parfois de la musique aussi. Voilà, une manifestation très calme pour le moment. Voilà, c'est une manifestation donc contre le racisme, on le rappelle, qui a notamment été organisée par la CGT et de nombreuses autres organisations comme SOS Racisme ou encore la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme qui souligne une situation grave et l'augmentation alarmante des actes racistes dans la société française. Et c'est justement le constat que font beaucoup de manifestants présents aujourd'hui avec qui on a pu discuter. C'est le cas par exemple de Catherine qui, elle, est née d'un parent juif. Elle nous disait tout à l'heure avoir été plusieurs fois victime d'antisémitisme et de racisme dans sa vie. Écoutez-la. Je trouve qu'il y a une France qui est difficile à supporter en ce moment. Je déteste des discours racistes. Mais ce qui est insupportable, c'est que quand on est une grand-mère, c'est que j'ai la nette impression de retrouver le climat d'avant-guerre que mes parents me parlaient, et même après la guerre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après la guerre, il y avait encore une forme de rejet de l'autre. Voilà, donc beaucoup de personnes comme Catherine qui sont présentes aujourd'hui pour une cause qui leur tient à cœur. La manifestation donc qui bat son plein. On arrive à la place de la Bastille, on se dirige en direction de la place de la Nation, là où se terminera la manifestation. Et on sera à Marseille dans un instant. Merci à vous pour ces précisions. Il faut le dire, une mobilisation cette année. Carlos Martins Bilongo, député de la France Insoumise, qui a été éclipsé par la polémique autour des affiches, des affiches présumées antisémites à l'effigie de Cyril Hanouna. D'ailleurs, la justice a condamné, le tribunal judiciaire a condamné hier la France Insoumise à verser 3 500 € à Cyril Hanouna pour atteinte au droit à l'image. Au droit à l'image. Pourquoi ne pas dire tout simplement que là, c'est une grave erreur que vous avez faite? Non, c'est une communication qui a été retirée de manière assez express, parce que l'affiche est restée moins d'1 heure. 2 heures. 2 heures. Ça a été du coup retiré. Mais si elle a été retirée, c'est donc qu'il y a une erreur. Vous concédez? C'est la personne qui a été à la conception, il a utilisé un logiciel d'Elon Musk et il n'aurait pas dû le faire. Et du coup, il l'a retiré. Mais aujourd'hui, quand on... Mais qui l'a validé? Personne n'a validé. Mais le sujet, personne n'a validé, comme ça la réponse est claire. Et vous comprenez que ça peut choquer, en tout cas... Je reviens encore sur... Personne n'a validé. C'est quelque chose qui surplombe sur tout ça. Franchement, il y a des millions de Français qui vivent le racisme. Moi, je le vis tous les jours. J'étais sur un plateau BFM à 12h30 et j'ai reçu directement des insultes sur ma page Facebook, me disant « rentre chez toi, sale noir ». Tous les jours, les gens vivent le racisme en France. Et là, ça fait une semaine qu'on est sur l'affiche des plateaux de télé pendant des heures et des heures à parler de l'affiche. S'il vous plaît, prenez un peu de hauteur et pensez à ces Français qui subissent le racisme. Pas nous qui l'avons publié. Mais je le dis, mais on l'a retiré. Nous l'avons retiré de manière express pour éviter que tout ce débat qui va ensuite s'orchestrer par les médias se soit centré sur une affiche numérique, encore un visuel numérique qui n'est pas une affiche qui va être collée sur des murs. Laissons le temps de la justice, nous avons fait appel également. Oh. Mais parlons des vrais sujets des Français qui subissent le racisme. En France, vous savez, la France a été condamnée. On y reviendra. Sur
le racisme systémique qui existe dans notre pays. Et d'ailleurs, la discrimination à l'embauche. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur publie en tout cas des chiffres avec cette augmentation c'est quand même d'agressions à caractère raciste. On va partir juste, si vous le voulez bien, à Marseille, retrouver notre reporter, là d'ailleurs, où Jean-Luc Mélenchon défile, c'est bien ça ? Oui, on est toujours au même endroit, on n'a toujours pas démarré. Jean-Luc Mélenchon n'a pas souhaité prendre la parole. Actuellement, c'est le député Sébastien Delogu qui s'exprime devant les milliers de manifestants. Sur ce camion, avant lui, de nombreuses associations ont pris la parole. La Ligue des droits de l'homme, Marseille contre Darmanin, mais aussi des collectifs qui défendent le droit des mineurs isolés. La présence de Mélenchon dérange quand même une partie des manifestants. Quand Sébastien Delogu a pris la parole, on a pu entendre quelques sifflets. J'ai essayé de m'entretenir avec des manifestants, mais ils me disent oui, Mélenchon est là, ça nous dérange, sans m'expliquer vraiment pourquoi. Tout le monde attend le début de la manifestation qui devrait arriver, je pense, après les prises de parole. Merci pour ces précisions. On reviendra vous voir dans quelques minutes. On marque une toute petite pause. On reviendra également sur ces images spectaculaires à Paris, dans le 14e arrondissement, avec cet accident qui a impliqué 3 véhicules de police, 10 policiers blessés légèrement et 3 personnes interpellées après un refus d'obtempérer. On y revient dans un instant. De retour dans l'après-info avec les débats, comme vous pouvez l'entendre, qui se poursuivent pendant la pause. Et on va commencer avec cette image spectaculaire, cet accident impliquant 3 véhicules de police cette nuit après un refus d'obtempérer à Paris. 13 blessés, dont 10 policiers. Que s'est-il passé exactement? Réponse dans ce journal avec Alexandra Gonzalez et avec Angie Loata en direct depuis la préfecture de police de Paris. À tout de suite. Plus d'une centaine de manifestations organisées partout en France pour dire non au racisme. Une mobilisation cette année éclipsée par la polémique autour de la France Insoumise et son affiche présumée antisémite à l'effigie de Cyril Hanouna. Nos reporters sont dans les différents cortèges. Nous serons en direct avec eux dans un instant. Et puis malgré les échanges positifs entre Washington et Kiev, les frappes russes ne faiblissent pas. Cette nuit, des bombardements russes ont fait 2 morts et 4 blessés à Zaporijjia. Précision dans le journal. Et on commence, je vous le disais, avec cette image spectaculaire, cet accident impliquant 3 véhicules de police après un refus d'obtempérer. Gigantesque carambolage qui a eu lieu dans le 14e arrondissement de Paris aux alentours de 5h45 ce matin. 13 personnes ont été blessées, dont 10 policiers. Angie Loata, Laurent Nunez, le préfet de police, a tenu un point de presse à l'instant. C'était en direct sur BFM TV et il a apporté des précisions. Oui, effectivement, il a apporté plusieurs précisions, notamment qu'il s'agissait de contrôle de la part d'une patrouille à l'origine, aux alentours de 5h du matin, en demandant à un véhicule de s'arrêter pour le contrôler. Eh bien, ce véhicule n'a pas accepté cette injonction. Refus d'obtempérer, une course-poursuite s'est lancée. Des patrouilles de renfort en renfort ont été appelées. Et donc, s'est lancée une course-poursuite. Vous l'avez vu avec les images, effectivement, qui a abouti à ce carambolage avec le véhicule donc concerné, qui a foncé sur un feu tricolore, et puis derrière le premier véhicule qui le suivait immédiatement qui a suivi et qui lui aussi est rentré à l'intérieur, est rentré en collision avec ce véhicule-là, et 2 autres véhicules de police également qui ont suivi. Avant de vous donner des précisions sur les blessés, leur état actuel, je voudrais qu'on écoute Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, effectivement, qui a répondu notamment à cette question pourquoi les policiers, les patrouilles de police n'ont pas réussi à modifier leur trajectoire. Écoutez-le. On est dans une zone où la visibilité est assez faible. On est dans une zone, c'est une courbe à cet endroit-là, me dit-on. Donc voilà. Donc évidemment, tout est mis en œuvre quand il y a des poursuites pour éviter ce type d'accident. Là, ça a été le cas. Voilà. Donc, les fonctionnaires auront tout le temps de m'expliquer ces circonstances, mais j'imagine bien que leur visibilité était opérée. Enfin, qu'il y avait manifestement un problème de visibilité. Donc je vous le disais, il y avait 3 personnes à l'intérieur du véhicule objet du refus d'obtempérer. Ces 3 personnes ont été transportées en milieu hospitalier, devraient être entendues un peu plus tard. Une enquête a été ouverte bien évidemment. Et puis il y a 10 blessés légers parmi les policiers. Ils sont tous sortis de l'hôpital d'après Laurent Nunez. Merci beaucoup Angie Loata avec Philippe Vigneault, Alexandra Gonzalez. On rappelle que le point de départ de cet accident, c'est encore une fois un refus d'obtempérer.
Oui, il y en a très fréquemment. Les derniers chiffres dont on dispose remontent à la période 2016-2023. Ils ont été publiés l'an dernier. En moyenne, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a près de 25 700 délits de refus d'obtempérer par an. C'est énorme. Là, par exemple, uniquement pour Paris, le préfet de police disait qu'il y en avait eu 2300 l'an dernier, dont 40% la nuit. Sachant que la circulation est moindre la nuit, c'est donc une forte proportion quand même pour la nuit. Autre statistique intéressante sur les refus d'obtempérer, dans 9 cas sur 10, elle met en danger d'autres usagers de la route, d'après une étude publiée l'an dernier par le ministère de l'Intérieur. Ils ne sont pas plus fréquents, ces refus d'obtempérer, en zone urbaine ou en zone rurale. Pour le coup, ça concerne un peu tous les territoires, tout type de zone. En revanche, il y a quelque chose qui se dégage sur le profil des personnes qui commettent les refus d'obtempérer. Dans 97% des cas, il s'agissait d'hommes. Les femmes ne représentent que 3%. Et 75% de ces personnes mises en cause sont âgées de moins de 30 ans. Merci pour ces éléments précis et ces statistiques, Alexandra Gonzalez. On y reviendra dans nos prochaines éditions, évidemment. Mais on va aller à Paris tout de suite parce que, vous le savez, plus d'une centaine de manifestations prévues contre le racisme dans tout le pays. Plusieurs partis politiques, d'ailleurs, s'y associent, dont la France Insoumise, qui a provoqué une polémique en publiant ses affiches caricaturant Cyril Hanouna. Images en direct depuis Paris avec nos reporters qui sont sur place. Il est important de préciser que le mot d'ordre, c'est véritablement l'antiracisme sur place. Oui, effectivement, et justement, nous sommes ici au niveau du camion de la France Insoumise qui vient de s'élancer. Le cortège, la marche, s'était lancé aux alentours de 14h30. Mais avant cela, Mathilde Panot a pris longuement la parole sur le camion. D'autres députés LFI de la France Insoumise ont aussi pris la parole. C'est le cas en ce moment même de Raphaël Arnaud, député de la France Insoumise. Et ce qui ressort de ces brises de parole, c'est forcément la lutte contre l'antiracisme, puisque c'est la raison ici de cette manifestation. Mais il y a aussi des propos très politiques, notamment ceux qui sont visés. Parmi ceux qui sont visés, on retrouve le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ou encore le président de la République, Emmanuel Macron. Il y a aussi d'autres organisations, des associations qui sont présentes ici lors de cette marche. C'est le cas d'SOS Racisme. Justement, nous avons pu échanger avec son patron, Dominique Sopo, qui était à notre micro tout à l'heure. On voit bien qu'il y a une offensive réactionnaire de grande ampleur. Nous sommes nombreux et nombreux à être attachés à une France, non pas de la stigmatisation, mais une France fondée sur l'égalité, la fraternité, le respect de l'autre. Il faut savoir que quand on lutte contre le racisme, ça n'est pas une lutte théorique. Le racisme, ça a des conséquences concrètes dans la vie des gens. Ça peut détruire des vies. Ça vous empêche d'avoir un emploi, ça peut vous empêcher d'avoir un logement. Ça vous empêche d'accéder à toutes les opportunités que permet la société. Il n'y a pas que dans cette manifestation des manifestants qui appartiennent à des organisations, qui soutiennent des partis politiques. Il y a aussi tout simplement des manifestants qui viennent raconter leur expérience, qui racontent avoir été elles-mêmes victimes de racisme. Et c'est pour cela donc que cette manifestation d'aujourd'hui les tient particulièrement à cœur. On le rappelle, selon les autorités et selon nos informations, 10 000 à 20 000 personnes sont attendues aujourd'hui pour cette marche. Merci beaucoup pour ces précisions, ce chiffre du ministère de l'Intérieur, puisque les crimes et délits à caractère raciste, xénophobe ou anti-religieux ont augmenté de 11% en 2024. Anthony Lebos, c'est évidemment le message principal, lutter contre le racisme, mais évidemment il y a cette polémique autour de ces affiches de la France Insoumise avec une gauche du coup qui est fracturée, il faut le dire, dans ces manifestations. Oui, les principaux partis de gauche manifestent. Le PS est dans le cortège, les écologistes aussi le sont, LFI l'est également, à Paris, à Marseille, à Toulouse également, mais c'est vrai que les responsables politiques du PS, des écolos, des communistes ont jugé que cette manifestation était, je cite, entachée par la défense, je cite, aberrante de la France Insoumise concernant ce visuel. Ça, ce sont les mots d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Et c'est vrai que cette manifestation, à l'appel de LFI, depuis un mois maintenant, a vu son mot d'ordre élargi contre l'extrême droite, contre le gouvernement de François Bayrou, contre Bruno Retailleau. LFI exhumait notamment les propos du Premier ministre qui parlait, je cite, de sentiment de submersion migratoire, exhumait aussi les propos de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui parlait de Français de papier. C'est ce mot d'ordre-là aussi que veut défendre la France Insoumise, mais au sein même de la France Insoumise, on voit qu'il y a des lignes de défense un peu différentes. Vous avez les 4 dirigeants du parti,
Paul Vannier, député, l'eurodéputé Manon Aubry, le coordinateur du parti Emmanuel Bompard, qui reconnaissent, qui admettent, dans un rare exercice d'autocritique, que ce visuel était, je cite, une erreur, une maladresse, qu'il n'aurait pas dû être publié. En revanche, le leader de la France Insoumise, fondateur du parti, Jean-Luc Mélenchon, n'emploie pas les mêmes termes. Il accuse plutôt les journalistes et cible les médias, accusant la presse de relayer l'argumentaire de l'extrême droite, mais récuse une nouvelle fois bien sûr les accusations d'antisémitisme, mais ne parle pas d'erreur, ne parle pas de maladresse, ne dit pas que ce visuel n'aurait pas dû être publié. LFI hier a été condamné au civil pour atteinte au droit à l'image de Cyril Hanouna, doit payer une amende de 3 500 € d'amende. LFI a d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient faire appel de cette décision. Alexander Nikolic, vous vous frottez les mains quand vous voyez cette gauche fracturée? Non mais moi je viens de voir Dominique Sopo là. Il parle de racisme. C'est quelqu'un qui est mis en examen, qui est poursuivi en correctionnel pour racisme. C'est le président de SOS. Il est président de SOS Racisme, il est poursuivi pour racisme. Parce qu'il avait notamment qualifié Jean Messia, je crois, de chameau, par exemple. Et quand je disais tout à l'heure que le racisme et le racialisme vient de plus en plus de cette gauche. Je parlais tout à l'heure des réunions non mixtes. Il n'y a pas une inversion quand même des rôles là? Non mais c'est-à-dire, nous on est hyper cohérents. Nous, quand on dit qu'on combat le racisme et qu'on combat le racialisme, il n'y a pas un propos de nos leaders. C'est-à-dire que vous accusez le président de SOS Racisme d'être raciste? C'est-à-dire que vous expliquez sur ce plateau que Dominique Sopo est raciste? La procédure est toujours en cours, il est mis en correctionnel pour racisme. C'est quand même fort de café de l'entendre parler de racisme. Enfin, écoutez, si vous arrivez à relever un propos de nos 4 dirigeants ou de moi-même sur du racisme, mais allez-y. Mais honnêtement, nous, on est très clair sur ce qu'on revendique en termes d'identité. Et quand je dis que ça vient d'eux, parce que c'est ça le vrai fond du problème. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'antisémitisme avec le relativisme de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi de beaucoup de cadres. On voit là, il y a des drapeaux du NPA. Quand Philippe Poutou, 2 jours après un pogrom où des femmes juives sont violées, des juifs civils massacrés, dit soutien total aux Palestiniens et à la lutte armée palestinienne par rapport au Hamas, mais qu'est-ce que ça signifie? Quand M. Mélenchon vire aussi dans le conspirationnisme antisémite en disant que comme par hasard, M. Mera, quand il avait tué des gens en 2012, c'était juste avant la présidentielle, quand tout à l'heure je le disais, il parle d'un antisémitisme résiduel, tout ce flou qui est entretenu de la part de plusieurs dirigeants de LFI par rapport à l'antisémitisme développe l'antisémitisme en France. Mais est-ce que vous souhaitez manifester contre le racisme, tout simplement? Enfin, je veux dire, mais nous, on est cohérents. Évidemment qu'on combat le racisme et on serait prêt à manifester contre le racisme, mais de manière cohérente aussi contre ce qui le développe. Ce retour et cette division à des identités raciales comme eux le développent. Je suis désolé, hein, mais tout à l'heure, vous avez parlé de néo-nazis. Vous en avez les visuels, comme on l'a évoqué depuis tout à l'heure. Vous en avez la violence. Énormément de nos jeunes cadres, même, se font frapper, violentés par des antifas. Je pense à Rennes il y a quelques jours. Vous en avez, je l'ai dit, avec un faisceau d'indices sur l'antisémitisme, l'idéologie, et vous en avez l'idéologie aussi sur le racialisme. Vous êtes prêts à avoir des réunions où les gens sont classés selon leur couleur de peau. Il faut que je fasse tourner la parole, Carlos Martin. Déjà, Jean-Marie Le Pen, c'est le seul à avoir été condamné pour négationnisme sur les chambres à gaz. Ensuite, il y a un groupe Facebook avec 15 députés RN, une enquête Libé, avec aussi les journalistes Les Jours Heureux, où il y a des appels au meurtre avec des propos racistes. De la part de députés RN? Il y a 15 députés RN qui ont été épinglés dans un groupe Facebook. De la part de députés RN? Dans un groupe Donc là, Facebook vous nous dites que des députés RN ont appelé au meurtre? Je vous le dis, encore une fois, je vous répète proprement. Ouais, c'est un groupe Facebook où il y a des appels au meurtre. Aucun député RN ne l'a fait. Il y a 15 députés du Rassemblement national qui sont dans ce groupe-là. Donc c'est inadmissible. Et vous dites lutter le racisme, quoi? Qui sont dans ce groupe-là. Qui ont fait des appels? Inacceptable. Et vous dites que vous luttez contre le racisme. Est-ce que vous êtes pour les réunions non mixtes, c'est-à-dire des réunions? Attendez, j'aimerais bien vous parler. Je vous donnerai la parole après. Des responsables de l'UNI, syndicat étudiant qui est très proche du Rassemblement national, où on a eu des dirigeants à Strasbourg, à l'UNI Strasbourg, qui ont fait des saluts nazis. Vous condamnez? Vous avez un manque de culture parce que l'UNI défend directement des républicains. Est-ce que vous condamnez? Donc c'est est-ce que vous condamnez les saluts nazis? Évidemment qu'on condamne les saluts nazis, mais nous on est très clair. Vous êtes tellement fou avec le racisme et l'antisémitisme. Nous on est clair. Il devait monter sur un podium et juste avant de monter sur le podium, il a refusé de monter. Il a refusé, pourquoi? Parce que justement il y a eu ce salut qualifié comme nazi de la part de Steve Bannon. Et Steve Bannon, il était où quelques années plus tôt? Il était avec Marine Le Pen, M. Bannon.
Avec vous Bannon, non mais Bannon, il est américain, monsieur. Enfin, en fait, est-ce qu'il y a des photos de Bannon même quand il y a une ambiguïté, quand il y a une ambiguïté sur ça, on est intransigeant. On part et on participe rien avec ça. Tous vos amis, en même temps, ça sert à rien. Tous vos partenaires de. Avez-vous reçu M. Bannon? Ça ne sert à rien de parler en même temps. Personne ne comprend. Ok, ça sert à rien de parler en même temps. Allez-y. Ensuite, je devais répondre. C'était à moi de parler. Mais vous avez parlé alors. Non mais j'ai une question sur le fond. Alors allez-y. Avez-vous reçu M. Bannon, l'homme qui a fait un salut nazi? Monsieur il n'a pas fait un salut nazi, et peut-être qu'il y a 10-15 ans, je ne sais pas, des gens du RN l'ont vu. Mais écoutez, si Bannon n'a pas fait un salut nazi, alors pourquoi est-ce que Jordan Bardella n'est pas monté sur scène? On refuse qu'il y ait une quelconque ambiguïté. Et donc quand il a fait ce geste qui peut être jugé ambigu, effectivement, et évidemment, nous on est très clair, on ne veut pas s'associer. Avec ce geste, Jordan Bardella aurait pu monter sur scène. Parce que nous on refuse, même s'il y a le moindre doute, d'être proche de ça. Contrairement, je le disais, de la même manière. C'est un salut nazi? De la même manière, je le disais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En l'occurrence, j'aimerais lui poser une question sur le racisme. Alors, très rapidement, parce qu'il faut qu'on parte à Marseille. Est-ce que vous êtes pour, monsieur, est-ce que vous êtes pour ou contre des réunions où les gens ont le droit de rentrer selon leur couleur de peau? Dès lors où vous n'avez pas monsieur Bilongo, à voir de vos yeux que M. Bannon et M. Musk ont fait un salut nazi, c'est quand même très grave. Monsieur Bilongo, on va pas s'en sortir de façon dans ce débat. Parce que ce serait intéressant de savoir. On ne vous mettra pas d'accord. J'aimerais une clarification de la ligne LFI parce que est-ce que vous êtes pour ou contre les réunions? Vous en parlerez, s'il vous plaît, juste après. On va partir à Marseille, s'il vous plaît, parce que notre journaliste et notre reporter nous attend sur place. Il y a ces prises de parole qui se succèdent à Marseille. Visiblement, en tout cas, il y a beaucoup de monde. C'est là d'ailleurs où défile Jean-Luc Mélenchon. Alors les prises de parole viennent de se finir et le cortège est enfin parti. Jean-Luc Mélenchon est à la fin de ce cortège avec d'autres députés de la France Insoumise comme Emmanuel Bompard, Sébastien Logu. L'ancien député Mélenchon divise un peu les manifestants. Certains m'ont confié que sa présence les dérangeait, d'autres étaient très contents de le voir. Ici, c'est une ambiance très festive. Certains manifestants me disaient qu'il y avait entre 3 et 4 000 personnes présentes. Et là, on se dirige doucement vers la préfecture. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.